Jean-Jacques Rousseau naît dans la Haute-Ville, le beau quartier de Genève. Pendant toute son enfance, Rousseau sera tiraillé entre la Genève d'en haut, de sa mère, et la Genève d'en bas, de son père, artisan horloger. L'époque est mouvementée. La récente répression sanglante du mouvement contestataire a laissé un souvenir douloureux dans la mémoire populaire. Genève est un laboratoire constitutionnel, et les débats qui agitent les Genevois seront au cœur de la réflexion de Rousseau. Rousseau dira de sa naissance que c'était le premier de ses malheurs. Sa mère meurt en couche, et le jeune Jean-Jacques va devoir quitter la Genève d'en haut, protégée et confortable, pour suivre son père et s'installer à Saint-Gervais, un quartier populaire. Orphelin de mère, il sera bientôt abandonné par son père, qui quitte Genève et laisse son fils à sa belle famille. Jean-Jacques sera mis en pension dans la campagne genevoise, où il découvre la nature qu'il aime passionnément. Dans ses confessions, il raconte. Lors du séjour à Bossey, c'est-à-dire entre l'âge de 10 et 12 ans, qui aurait pu rester une expérience univoquement positive et riante, il arrive un événement fondateur, c'est la découverte de l'injustice. Brutalement, tout s'effondre parce que on l'accuse d'avoir cassé un peigne. Or, il le dit des années et des années plus tard, il n'a pas cassé ce peigne. Il faut dire qu'on avait rendu très solennel cette affaire et qu'il y avait eu un vrai tribunal qui a été organisé, un tribunal certes privé, familial, mais il y a eu une première scène de jugement, une sorte de premier procès, et cette idée de procès en justice, d'être constamment en situation de jugement et de devoir protester de son innocence alors que les autres n'en sont pas convaincus, c'est quelque chose qui sera absolument marquant durant toute l'existence de Jean-Jacques Rousseau. D'abord, il fait un apprentissage de greffier, là, ça se passe très très mal, puis ensuite un apprentissage de graveur, qui se passe un petit peu moins mal, mais pas très bien quand même. Et Rousseau est très malheureux. Il se dit, comment, moi qui ai lu Plutarque, moi qui ai toute cette culture, moi qui sais le latin, etc. Maintenant, je fais un travail manuel, et puis je suis entouré de gens qui sont assez vulgaires, et son maître semble être quelqu'un de pas très sympathique, etc. C'est là qu'il commence à se dire, mais non, je ne peux pas rester ici, je veux mener une autre vie. Rousseau n'a que 16 ans lorsqu'il décide de quitter Genève définitivement. De retour d'une promenade, un dimanche, il trouve les portes de la ville fermées. Apprenti malheureux et insoumis, ne voyant se dessiner aucun avenir pour lui, Rousseau décide de partir. À une vingtaine de kilomètres, le curé de Confignon l'accueille. Rousseau est entré dans la filière de la conversion. Avec un mot de recommandation, le curé l'envoie à Annecy, chez une certaine Madame de Warrens. Ce sera une rencontre fondamentale. Françoise-Louise de Warrens est une jeune femme de la noblesse vaudoise. Établie à Annecy, elle a quitté son mari, ses terres et sa famille. Récemment convertie au catholicisme, soutenue par une pension que lui a accordée le roi de Sardaigne, elle a pour mission de s'occuper des candidats à la conversion. Madame de Warrens accueille le jeune Jean-Jacques et lui dit « Pauvre petit, tu dois aller où Dieu t'appelle, mais quand tu seras grand, tu te souviendras de moi. » Pour Rousseau, elle sera maman, elle l'appellera petit. Ce premier contact est un éblouissement. Elle l'écarte dans un premier temps, elle l'envoie continuer sa conversion à Turin. Il revient à Annecy, à Chambéry. Enfin, quand on regarde, finalement, ils ne sont pas si longtemps ensemble. Mais lui revient toujours. Chez Madame de Warrens, le jeune Jean-Jacques a trouvé l'amour, mais également un havre de paix et le statut social qui lui convient. Maman veille sur lui comme une mère. Elle songe à tous ses besoins et ce sera encore maman qui va initier le jeune Jean-Jacques à la sexualité. Les étés passés aux Charmettes seront pour Rousseau les moments les plus heureux de sa vie. Située au-dessus de Chambéry, la maison des Charmettes est accueillante et la campagne belle. Rousseau se promène, se passionne pour les plantes et la nature.
et commence une collection botanique. C'est aux Charmettes que Rousseau se mettra aux études avec le grand sérieux d'un autodidacte. Maman s'occupe du quotidien, c'est le paradis sur terre. Aux Charmettes, Rousseau renonce rapidement à bêcher le jardin. Ses journées sont remplies de lectures. Après la philosophie, il s'applique à la géométrie et à l'algèbre. Il reprend le latin et lit Tacite, Sénèque, Virgile. Vers midi, il fait un petit tour au jardin et déjeune avec maman. L'après-midi est consacré aux matières moins difficiles. L'histoire, la géographie, l'astronomie et la musique. Les Charmettes sont un nid d'amour. Pour Jean-Jacques, ils deviennent rapidement un véritable cabinet de travail. Mais malgré la beauté du lieu et son amour pour Madame de Warrens, Rousseau se sent bientôt à l'étroit. Le jeune Jean-Jacques est ambitieux. Il voyage souvent. Lyon, Grenoble, Montpellier. Il cherche sa voie. Cependant, il reviendra toujours. Lors de l'un de ses retours, il comprend que l'idylle des Charmettes est définitivement finie. Passionné de musique, ambitieux, Rousseau décide de se mettre au travail et reprend son nouveau système de notation musicale. Il est convaincu des mérites de son invention et décide de le présenter à l'Académie des sciences à Paris. Il vend ses livres et fait le voyage à pied. La musique a une place extrêmement importante, à la fois chez Rousseau et dans le XVIIIe siècle, parce que c'est certes un art, mais ce n'est pas seulement un art. C'est également le produit d'une réflexion, d'une histoire mathématique, pourrait-on dire, et c'est pourquoi la théorie a quelque chose d'extrêmement fondamental, est quelque chose d'extrêmement fondamental chez Rousseau. La musique est en prise directe avec les mathématiques, elle est en prise directe avec une représentation du monde qui n'a pas seulement vocation artistique. Pendant 2 mois, enfermé dans son galetas, il réécrit son système, l'enrichit d'exemples et le publie à ses frais. Mais son projet ne lui apportera ni argent, ni notoriété. Sans ressources, Rousseau se met au service de différentes familles aisées. C'est un travail précaire et mal payé. Mi-homme de compagnie, mi-secrétaire. Une position difficile pour l'orgueilleux Jean-Jacques. C'est pendant cette période que Rousseau se joint au cercle de la bohème littéraire. Il rencontre Diderot, et bientôt une forte amitié se noue entre les deux hommes. Tous deux sont fils d'artisans, ils ont engagé leur destin sous le signe de l'indépendance et la volonté de réussir. Tous les jours, le petit cercle se retrouve au café Maugis pour refaire le monde. Un jour, enfin, la chance lui sourit. La fréquentation des salons parisiens a porté ses fruits. Rousseau est nommé secrétaire d'ambassade de France à Venise. Il a 31 ans et il a conscience d'être enfin devenu quelqu'un. Il arrive à Venise en gondole, une extravagance qu'il ajoute à ses frais de voyage. Venise est la cité des fêtes, 7 théâtres, 200 cafés, des bals et des concerts tous les soirs. Même les églises sont des lieux de rendez-vous où l'on vient écouter de la musique et observer les femmes. Venise n'est pas une ville pour se faire ermite et Jean-Jacques profite pleinement de son séjour. Il se fait des relations, fréquente les filles et joue à l'homme du monde. À l'ambassade, Rousseau s'initie rapidement aux affaires. Il parle italien et le décodage des dépêches est pour lui une tâche facile. Mais l'ambassadeur est lent et obstiné et il n'apprécie guère son jeune secrétaire bien plus doué que lui. De plus en plus mal à l'aise dans l'univers fermé de la diplomatie, Rousseau va chercher compagnie à l'extérieur. C'est la musique qui le passionne. À Venise, la musique est partout. On chante sur les places, dans les rues et sur les canaux. Un nouvel opéra est joué presque tous les soirs. C'est le bel canto qui fait la nouveauté à Venise. La belle voix, le beau chant.
Entendus le soir au théâtre, les airs d'opéra sont chantés dès le lendemain par les gondoliers. C'est une musique savante et populaire. Le séjour à Venise se termine mal. À l'ambassade, rien ne va plus. L'ambassadeur veut un secrétaire serviable alors que Rousseau se considère secrétaire d'ambassade. Après des mois de mésentente, Rousseau est congédié comme un mauvais valet. Plein d'amertume, Rousseau quitte Venise, la rage au cœur. Il fait le chemin de retour à pied. Padoue, Bergame, Domodossola, Brigue, Genève, Lyon. Plus de palazzo, plus de gondole, il a 32 ans et tout est à recommencer. En 1744, il est de retour à Paris et s'installe à nouveau dans une petite chambre d'hôtel. Humilié par son renvoi, il se renferme et médite sur l'injustice du monde. Ses pensées pèseront lourdement sur son œuvre future. C'est son amitié avec Diderot qui le sauve. Diderot est en train de mener un projet de grande envergure. L'encyclopédie est une aventure collective dont Rousseau fera partie. Son ami Diderot lui confie les articles sur la musique. Fort de ce succès, Rousseau renoue avec sa première passion, la musique. Il a déjà fait quelques essais musicaux, maintenant il compose un opéra en quelques semaines. Le devin du village sera invité à Fontainebleau pour être joué devant le roi. Le roi aime et il est question de lui attribuer une pension. Rousseau ne peut accepter. Il renonce à rencontrer le roi et choisit l'indépendance. Un philosophe, un vrai, ne peut accepter une pension. Il doit être libre. L'idée qu'il va recevoir une pension du roi de France lui est vraiment insupportable. Ça, c'est ce qui va être, au fond, la chose qui est la moins compréhensible pour les gens qui sont autour de lui. Mais il réussit, il a du succès, on lui donne une pension. Voilà, c'est comme ça que la vie se passe. Et Rousseau dit non. Alors, c'est qu'il est fou, quoi. Alors, est-ce que c'est du théâtre de sa part? Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que vraiment, Rousseau se dit, je me suis trouvé moi-même, et même pour une pension, je ne vais pas sacrifier ça. Rousseau s'entête. Il entame sa grande réforme. Il refuse la pension, dépose sa perruque et quitte la cour. Il voudra lui-même être, il dit à un moment donné, moi je ne parle pas le langage des philosophes. Je peux parler de philosophie, mais ce n'est pas mon langage à moi. Donc, c'est-à-dire, au fond, je vais être une autre philosophie. C'est l'idée, je vais être le philosophe des citoyens, je vais être le philosophe des petites gens. Et donc, je vais me distinguer de tous ces gens qui, au fond, sont au service du pouvoir. Il veut s'autonomiser. Il veut ne pas être pris dans un clan. Il nourrit une forme de singularité. Et puis, quelque part, il coupe les ponts aussi. Rousseau s'éloigne du monde pour travailler et s'installe à Montmorency, à 30 km de Paris. Il y vit seul avec sa compagne, la jeune lingère Thérèse. Il se mettra au travail avec un sérieux tout protestant, sans perruque, sans habit de cour, sans fréquenter les salons. Il vivra très simplement, écrivant avec la plus grande détermination dans un petit pavillon sans chauffage. C'est ici qu'il écrira ses grandes œuvres. Son discours sur l'origine de l'inégalité des hommes a un impact considérable. La résonance politique est forte et la beauté de l'écriture rend le texte inoubliable. Rousseau enchaînera avec un autre grand texte, une réflexion sur la structure qui lie l'homme à la société, le contrat social. Avec l'Émile, Rousseau propose une vision nouvelle de l'enfant qui devient le centre de l'éducation. Il va plus loin. Son œuvre présente une nouvelle conception de l'homme, une réflexion philosophique des nouveaux rapports que l'homme pourrait entretenir avec ses semblables. Avec son traité, Rousseau touche un large lectorat.
et devient une figure publique. Mais la vie privée de Rousseau reste paradoxale. Depuis des années, il vit en concubinage avec Thérèse, une femme simple, sans éducation, qui sait à peine lire et écrire. Rousseau la présente comme sa gouvernante. Il lui promet de ne jamais l'abandonner, mais il lui dit également qu'il ne l'épousera jamais. Donc le contrat est clair, c'est quasiment un rapport ancillaire, c'est-à-dire elle sera là, elle gouvernera sa maison, mais elle ne sera jamais son épouse. Visiblement, il n'avait pas tellement prévu les enfants dans le contrat d'origine, et lorsque les enfants apparaissent assez vite, en 647, il y en a 5 qui se suivent relativement rapprochés. Il trouve tout à fait normal de les abandonner, parce que, dit-il, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Isolé à Montmorency, Rousseau subit les attaques virulentes de ses ennemis. Comment peut-il écrire sur l'éducation et abandonner ses propres enfants? Mais si son cas est célèbre, il n'est pas exceptionnel. À cette époque, beaucoup d'enfants sont déposés aux enfants trouvés. 13 enfants par jour, 5000 enfants par an. Presque 40% des enfants nés à Paris. En l'occurrence, on ne sait pas trop si Thérèse a été très malheureuse, mais en tout cas, sa mère était absolument d'accord avec Rousseau. C'était des bouches inutiles à nourrir. Il valait mieux les donner aux enfants trouvés, et là, ils auraient une éducation, un métier, etc. Donc, il fait quelque chose qui est relativement courant. L'étonnant, c'est le remords, au fond. Parce que des tas d'autres ont fait la même chose, d'abord sans le dire, et sans le moindre remords. Or, lui, il l'avoue. Bon, c'est aussi ce qui nous a donné l'Émile. C'est-à-dire que probablement, s'il n'avait pas eu ce remords, il n'aurait pas écrit sur l'éducation. Rousseau est maintenant un auteur connu. Avec son discours sur l'origine de l'inégalité et son contrat social, il a marqué les esprits et s'est fait une place dans le débat politique. Avec l'Émile, il s'est attaqué au système d'éducation et a proposé une vision de l'homme nouveau. Si l'Émile s'inspire de son propre remords, son nouveau projet sera également d'une inspiration très personnelle. Rousseau vit reclus, avec comme seule compagnie Thérèse. Il fait de longues promenades solitaires. Les souvenirs de sa jeunesse remontent et lui inspirent une correspondance amoureuse, dont la jeune héroïne s'appelle Julie. En pleine écriture de son roman, Rousseau reçoit une visite. C'est en Amazone que Sophie de Houdetot fait irruption dans sa vie tranquille. L'Émile est jugé subversif et brûlé à Paris. Malgré l'immense succès de la nouvelle Héloïse, les foudres s'abattent sur Rousseau. Il est en danger d'arrestation et prend la fuite pour la Suisse. Mais à Genève aussi, les autorités font brûler l'Émile. Le citoyen de Genève n'est pas le bienvenu. Réfugié à Moitié, dans la principauté prussienne de Neuchâtel, Rousseau prend la décision d'abdiquer sa citoyenneté genevoise. Les autorités genevoises tentent de justifier leur action. Rousseau répond par ses lettres écrites de la montagne, où il réaffirme la grandeur de la démocratie directe. Une attaque frontale contre la Genève d'alors, où l'oligarchie et l'Église se partagent le pouvoir. Et il décide de prendre ses distances avec le monde politique. Il fera de longues randonnées, et ses promenades lui redonnent goût à la vie. Sa paix sera de courte durée. L'agitation politique a gagné Moitié. Le pasteur local a soulevé la population contre Rousseau, et sa maison sera lapidée. Rousseau quitte Moitié pour se réfugier sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. L'île est hors de juridiction française, loin du monde, presque sans habitants. Poursuivi par ses ennemis, vilipendé, Rousseau est à bout de force et ne rêve que de solitude et de repos. Le séjour de Rousseau sur l'île Saint-Pierre ne dure que 6 semaines. Il sera expulsé par les autorités bernoises. Il songe à gagner Berlin, s'arrête à Strasbourg et accepte enfin l'invitation du philosophe David Hume à le rejoindre en Angleterre. Loin d'être un havre de paix,
L'Angleterre devient un cauchemar. Le séjour est une catastrophe. Invité par Hume, qu'il croyait son ami, Rousseau se rend vite compte qu'on l'accueille non pour lui rendre service, mais pour le détruire. On l'espionne, on lui vole ses papiers. Il soupçonne Hume de tremper dans un complot organisé contre lui par ses anciens amis, les philosophes. On le dénigre, et en le dénigrant, on cherche à détruire son œuvre. Affolé, il fuit après quelques mois seulement et s'embarque pour la France, où il vivra caché sous un faux nom. C'est un homme malade et désarçonné. Rousseau est devenu une figure publique dans une époque tourmentée et instable. Pour les uns, il représente le progrès et la pensée démocratique. Pour les autres, c'est un fou dangereux. Ses ennemis se moquent de lui, discréditent ses théories et ironisent sur les contradictions de sa vie. Rousseau ne voit qu'une chose à faire, il va tout dire. Il écrira ses confessions, et avec ses confessions, la vérité sera faite parole. La première lecture des Confessions a lieu en décembre 1770. Rousseau est debout, fébrile et inébranlable. Il lit sans interruption durant plus de 9 heures. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Par ses écrits, Rousseau a touché un large public. Par ses choix de vie, il a gagné une certaine renommée. Pour ses admirateurs, Rousseau est un homme droit et bon. Un homme à la recherche de la vérité, qui se pose des questions essentielles sur l'éducation, la famille, la société et la conscience morale. Pour ses adversaires, Rousseau est un imposteur. Depuis des années, des pamphlets circulent, l'accusant de tous les maux. C'est un menteur, un dissimulateur, un pauvre fou qui vit aux dépens des riches, un homme qui prône la vie familiale et vit en concubinage, un homme qui prêche l'éducation et qui abandonne ses propres enfants. Pour ses ennemis, Rousseau est un simulateur, au mieux, un homme de paradoxe. Retiré de la vie politique, Rousseau reprend son ancien métier de copiste de musique. Il vit très simplement. On tolère sa présence. Et il se consacre à son dernier grand travail d'introspection, les rêveries d'un promeneur solitaire. C'est pendant ces promenades que Rousseau médite ses textes. Il prend des notes sur des cartes à jouer. Quelques-unes de ces cartes existent encore aujourd'hui. En mai 1778, Rousseau accepte l'hospitalité du marquis de Girardin. Pour le marquis, qui a consacré sa fortune à bâtir ses jardins selon les préceptes rousseauistes, c'est une occasion inespérée. L'image de Rousseau est puissante. Rousseau a 66 ans. Il est marqué par les combats. Toujours accompagné par Thérèse, devenue Madame Rousseau, lors d'un des premiers mariages civils célébrés en France, Rousseau s'installe à Ermenonville. Il arrête d'écrire. La rédaction de ses rêveries s'est interrompue. Il se promène, il herborise. Il ne veut plus que méditer sur la vie. Rousseau meurt le 2 juillet 1778. Il sera inhumé sur l'île des Peupliers, qui devient rapidement un lieu de pèlerinage. Les voyageurs, nombreux et fervents, affluent. On vient toucher les reliques du grand homme. Avec la Révolution, Rousseau sera consacré père spirituel des temps nouveaux. La Révolution fait de lui son ancêtre mythique. Il sera le héros de grandes célébrations patriotiques. Dans toute la France, on inaugure des bustes et des effigies à son honneur.